Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Séisme géopolitique, un accord secret pour céder le contrôle du Sunnique. Les détails d'un plan qui prévoirait un pont de Trump et le déploiement de mercenaires américains en Arménie. Revers majeur pour le gouvernement. La justice internationale bloque la nationalisation des réseaux électriques de la République d'Arménie. Crise ouverte, la guerre entre l'État et l'Église se déplace sur le terrain judiciaire, tandis que l'archevêque Bagrat Galastanian prend la plume depuis sa cellule. L'Arménie dans l'Union européenne d'ici 20 ans, un rêve pour le Premier ministre arménien, un jeu dangereux pour certains économistes. Alors que les chiffres montrent que les exportations vers l'espace eurasiatique explosent, celles vers l'Europe, elles déclinent. Un paradoxe économique qui s'explique pourtant simplement. Il suffit de regarder la carte, la proximité géographique des pays de l'Union eurasiatique rend le transport par camion bien moins coûteux, possible et efficace. Et ce lien commercial s'est encore renforcé en mai dernier avec l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange complet entre l'Union eurasiatique et l'Iran. Un accord jugé historique par les économistes et qui illustre parfaitement le poids de l'Union eurasiatique. Car si l'Arménie seule n'intéressait pas Téhéran, son adhésion à l'Union en 2014 a radicalement changé la donne en faisant d'elle une porte d'entrée vers un marché bien plus vaste. Alors, face à cette réalité économique, l'Arménie peut-elle réellement se détourner de ses partenaires traditionnels? Et à quel prix? Entre la promesse d'un avenir européen et la crainte d'un isolement économique et sécuritaire, le pays est plus que jamais à la croisée des chemins. Serons-nous dans l'Union européenne dans 20 ans, comme le souhaite le Premier ministre Nicole Pachinian? C'est un jeu dangereux, estime l'économiste Agassi Tavadian, qui s'appuie sur des faits. Au cours des 7 dernières années, les exportations vers l'Union économique eurasiatique ont été multipliées par 5, tandis que celles vers l'Union européenne ont diminué de 10%. Pour que votre produit arrive sur le marché de l'UE, les coûts de transport sont si élevés que le prix double. Et pour réduire ces coûts, il faudrait, disons, ouvrir la frontière turque. Il faut donc comprendre clairement que la route vers l'Union européenne, c'est d'abord la route qui passe par la Turquie. Et là, une question se pose. Face à ces obstacles, ne vaut-il pas mieux, au lieu de penser à supprimer les droits de douane, proposer un produit si bon qu'il s'en affranchit? Par exemple, le vin argentin est très bien représenté sur le marché de l'UE sans que l'Argentine ne soit membre de l'Union. L'expert souligne également que la concurrence est rude et les normes élevées et qu'il faut pouvoir s'y conformer. Interrogé sur la baisse des exportations vers l'UE, le président de la commission parlementaire sur l'intégration européenne, Arman Yegoyan, l'attribue à la guerre russo-ukrainienne. Il explique aussi pourquoi l'UE s'intéresse à notre région. Ils cherchent à partager leur succès, pour obtenir en retour de la prévisibilité, des voisins prévisibles, un environnement prévisible et ainsi de suite. Il ajoute qu'avant d'entrer dans l'UE, les États mènent des réformes qui, dans tous les cas, sont bénéfiques pour le pays, comme ce fut le cas pour la Géorgie. Nos produits agricoles transformés, nos produits carnés pourraient atteindre le marché européen, dit Arman Yegoyan. Mais il insiste sur la nécessité de bien cibler ce marché. Inutile de vendre du vin en Italie, où c'est une tradition séculaire. En revanche, il est tout à fait possible d'en vendre avec succès dans les pays baltes. Mais l'Europe peut-elle résoudre la question de la sécurité alimentaire de notre pays? Par exemple, environ 70% du blé consommé en Arménie est importé, principalement de Russie. Nous devons résoudre la question de notre sécurité énergétique, de notre sécurité hydrique et aussi de notre sécurité céréalière que nous n'avons pas non plus. La quantité de céréales que nous produisons ne nous suffit pas. Et l'agriculture, au cours de ces 7 dernières années, a connu une baisse de 16 à 17%. Cela signifie que nous négligeons clairement notre agriculture. Ce sont des questions qui, oui, méritent notre attention. Mais nous parlons d'une perspective à long terme, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas de l'année prochaine. La solution à votre question réside dans des stratégies à long terme. Naturellement, si nous prenions une telle décision maintenant, dès le mois prochain, oui, un problème pourrait survenir dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui entraînerait une certaine instabilité des prix. C'est pourquoi nous faisons tout très calmement, de manière équilibrée, en mesurant 1000 fois avant de couper une. L'économiste pense que des déclarations hâtées et sans calcul sont faites, ce qui est dangereux. Arman Yegoyan, lui, estime que l'UE est une structure économique et que nos déclarations ne peuvent avoir d'impact de ce point de vue. La question politique est autre chose. La route vers l'Europe sera-t-elle sans heurts? Ou bien, comme le suggère l'économiste, des années sombres et froides nous attendent-elles? La question reste à l'ordre du jour. Simone Hovhannissian, Levon Voskanian, Reopen Media.
C'est l'épine dorsale de l'Arménie, tant sur le plan géostratégique qu'économique. La région du Syunik est un véritable trésor minier, le moteur des exportations du pays, dont la demande mondiale est assurée pour des décennies. Pourtant, depuis 30 ans, un paradoxe persiste. L'Arménie vend ses richesses à l'état brut, sans parvenir à construire une véritable industrie de transformation. Pourquoi ce potentiel immense reste-t-il inexploité et comment l'instabilité politique a-t-elle empêché le pays de capitaliser sur son principal atout? Enquête signée Narine Rokassian. Par sa position géographique, la région du Syunik revêt une importance capitale non seulement pour l'Arménie, mais aussi pour son voisin iranien, avec qui elle partage une frontière riche de millénaires de civilisation. Mais sur ce fond géopolitique, le Syunik a une autre importance stratégique pour l'Arménie. Ces mines de métaux constituent l'un des fondements les plus importants de l'économie du pays et un secteur clé pour l'exportation. Selon l'économiste Soren Parsian, jusqu'en 2022, l'exportation de matières premières minières représentait environ 38% de nos exportations totales. Ça a été l'un des principaux secteurs pourvoyeurs de devises étrangères. Les mines de métaux ont fourni à l'Arménie des devises qui ont permis de stabiliser notre taux de change au sein de l'économie. Le Syunik, bien qu'étant l'une des régions les moins peuplées, est aussi un employeur majeur. Les entreprises minières y assurent des emplois à haut salaire, rappelle Soren Parsian, soulignant que ces compagnies fournissent des matières premières à des milliers d'autres entreprises, non seulement en Arménie, mais aussi à l'étranger. Les entreprises minières sont la locomotive de l'économie du Syunik, mais aussi de nombreuses branches de l'économie arménienne qui fournissent des services à l'industrie minière. Les capacités de production de l'Arménie et son industrie en général ne sont pas très développées et ne représentent qu'une faible part du produit intérieur brut, entre 10 et 13%. Si l'Arménie n'a pas encore réussi à bâtir une économie tournée vers l'exportation de produits finis, les puissantes entreprises minières du Syunik, situées à Kadjaran, Kapan et Agarak, pourraient pourtant stimuler le développement de l'industrie de transformation. L'extraction minière est cruciale dans la structure de notre économie, souligne l'économiste David Ananian. En pensant à l'avenir, lorsque nous changerons la structure de notre économie, nous devrons être capables d'importer en Arménie des chaînes de valeur industrielle basées sur le secteur minier. Et l'objectif de tout cela, du David Ananian, est unique. Passer enfin du statut d'exportateur de matières premières à celui de pays exportateur de produits finis, ou au moins de produits semi-finis. L'Arménie est riche en métaux non ferreux, cuivre, molybdène, zinc, aluminium. Les réserves de molybdène et de cuivre sont estimées à plus de 500 millions de tonnes. Environ 90% de ces réserves se trouvent précisément dans le Syunik, dans le triangle Kapan, Kadjaran et Agarak. Concernant le cuivre, nous devons être conscients que sa demande va continuer d'augmenter au moins jusqu'en 2035-2040. Les technologies actuelles et les avancées prévues pour les 10-15 prochaines années ne vont pas changer la donne au point de faire chuter la demande de cuivre. Cela signifie que l'Arménie a un avenir prévisible pour ses exportations de cuivre pour au moins 10 à 15 ans. Alors pourquoi, au cours des 30 dernières années, l'Arménie n'a-t-elle exporté que du minerai de cuivre brut? Les raisons sont à la fois subjectives et objectives. Oui, en 30 ans, nous n'avons pas réussi à former une économie exportatrice de produits finis. Parce que pour avoir une telle économie, il faut aussi des conditions naturelles favorables. Et il y a eu des obstacles. Par exemple, au moins 2 frontières fermées. Selon l'économiste, le principal obstacle a été la conjoncture politique. Pour diversifier l'industrie et la rendre exportatrice, il fallait des ressources financières. Mais l'Arménie ne s'est pas permis un tel luxe au cours de ces années. Il aurait fallu des réformes majeures sur une période de 10 à 15 ans. Mais en général, au cours des 30 dernières années, les pouvoirs politiques avaient des enjeux de réélection tous les 4 ou 5 ans. Le diagnostic est clair. Quand le pouvoir politique change tous les 4 ou 5 ans, les réformes à court terme n'ont pas de longévité et c'est l'économie qui en pâtit. L'économiste souligne qu'il aurait fallu attirer des investissements pour développer l'industrie de transformation. Nous n'avons pas réussi à aller plus loin que l'exportation de matières premières. Nous n'avons pas su attirer en Arménie les acteurs économiques qui achètent nos matières premières sur le marché international pour les revendre à d'autres, en faisant de notre pays un lieu attractif pour les investissements. Le potentiel du Syunik n'a pas été utilisé à sa juste valeur, puisque nous sommes restés un exportateur de matières premières. Sur le plan économique, le Syunik est l'épine dorsale de notre industrie future. Pour devenir un exportateur de produits finis, conclut David Ananian, il était nécessaire de développer et de mettre en œuvre des programmes stratégiques pour un développement économique équilibré en créant des usines sur tout le territoire. L'économiste l'assure, pour garantir une économie au développement stable, l'élaboration de programmes stratégiques, en particulier pour le Syunik, est une question urgente. Narini Goukassian, Open Media. C'est une information à prendre avec la plus grande prudence, mais qui, si elle se confirmait, serait un véritable séisme géopolitique. Le journal espagnol Periodista Digital affirme détenir les détails d'un mémorandum secret entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Au cœur de cet accord, le Premier ministre Pachinian aurait accepté de céder le contrôle de la région du Syunik à une société américaine pour y construire un
corridor stratégique, un plan qui prévoirait même le déploiement de milliers de mercenaires sur le sol arménien. Ce document, toujours selon la publication, détaillerait la création d'un corridor de 42 km baptisé le pont de Trump pour relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan. La gestion serait confiée à une société privée américaine et Yerevan ne toucherait que 30% des revenus. Le journal va jusqu'à affirmer que le mémorandum aurait déjà été approuvé par les trois pays. Attention, je me dois d'insister sur ce point. Il s'agit pour l'instant d'une version unique qui circule via une seule source espagnole, un site qui n'est pas de premier plan. Nous ne connaissons ni le but de cette publication, ni qui se cache derrière. Mais si cette version reste à confirmer, il est important de la replacer dans un contexte bien réel, celui d'une implication américaine et d'idées de business autour d'une route traversant le territoire arménien. Rappelons la proposition faite par l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, qui suggérait que les États-Unis pourraient louer ce tronçon de route à l'Arménie. Or, Tom Barak, qui selon la presse est un ami de longue date de Donald Trump, avec qui il a conclu de nombreuses affaires depuis 40 ans. Une déclaration fracassante. La réaction du département d'État américain avait alors été très mesurée, un simple pas au courant, mais aucun démenti catégorique. Alors, s'agit-il à l'époque d'un simple lapsus ou Tom Barak a-t-il par inadvertance révélé une information qu'il n'aurait pas dû? Seul l'avenir le dira. C'est un coup d'arrêt brutal pour le gouvernement arménien dans sa tentative de nationaliser les réseaux électriques. La justice internationale a tranché. L'homme d'affaires puissant détenu, Samvel Karapetyan et sa famille ont remporté leur procès en arbitrage d'urgence. L'arbitrage de Stockholm a ordonné à Yerevan de cesser immédiatement toute mesure de confiscation, estimant que les actions du gouvernement étaient en violation probable d'un traité international sur la protection des investissements. Cette décision est juridiquement contraignante. Dans une déclaration cinglante, Narek Karapetyan, président du conseil d'administration des réseaux électriques d'Arménie, a confirmé que la justice avait bloqué toute tentative de prise de contrôle de l'entreprise. Il a conclu par cette pique adressée au pouvoir. Ce verdict montre que la justice dans le monde fonctionne et qu'elle ne se rend pas sur Facebook comme c'est le cas ces dernières années en Arménie. Samvel Karapetyan a gagné contre le gouvernement arménien devant un tribunal international dans l'affaire de la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. L'annonce a été faite par le Conseil de défense de l'homme d'affaires. La procédure d'arbitrage avait été initiée auprès de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm en vertu de l'accord de promotion et de protection des investissements signé en 1995 entre les gouvernements de l'Arménie et de Chypre. Un détail clé, car 2 des 3 sociétés intermédiaires gérant les REA sont immatriculées à Chypre. L'article 4 de cet accord stipule « Les investissements des investisseurs de chaque partie contractante ne seront pas expropriés, nationalisés ou soumis à des mesures ayant un effet équivalent sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf si ces mesures A. sont prises dans l'intérêt public et conformément à la procédure légale, B. ne sont pas discriminatoires et qu'elles s'accompagnent d'une indemnisation prompte, adéquate et effective. Indemnisation basée sur la valeur marchande de l'investissement avant que les mesures ne soient rendues publiques. » Le Conseil de défense de Samvel Karapetyan écrit L'arbitre a conclu qu'il était nécessaire d'appliquer des mesures conservatoires urgentes car les actions de la République d'Arménie soulèvent de sérieux doutes quant à leur conformité avec l'accord de protection mutuelle des investissements en vigueur entre l'Arménie et Chypre. Le neveu de Samvel Karapetyan, Narek Karapetyan, a résumé la décision en 4 points clés. Le tribunal a interdit au gouvernement arménien de confisquer ou vendre les actifs des REA. 2. Changer la composition des organes de direction des REA. 3. Révoquer les licences d'exploitation des REA. 4. Limiter de quelque manière que ce soit l'activité commerciale normale de l'entreprise. Le gouvernement arménien, qui avait un représentant à l'audience, a réagi.
Dans un communiqué, il tente de minimiser la portée du verdict, affirmant que le cadre de ce procès d'urgence est différent des objectifs de la nomination d'un administrateur provisoire. L'objectif de la nomination d'un administrateur provisoire est, entre autres, de prévenir les risques de création intentionnelle d'une crise énergétique, d'assurer l'ordre public et d'éliminer les risques pour la sécurité de l'État, d'empêcher la dissimulation des abus commis au sein des réseaux électriques d'Arménie et de prévenir de nouveaux abus. Le communiqué conclut en affirmant respecter les décisions d'arbitrage, tout en rappelant que chacun est tenu de se conformer à la législation arménienne et aux traités internationaux qui définissent les procédures de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. Et pour complexifier encore la situation, le directeur adjoint des REA, David Gazignan, récemment licencié par l'administrateur provisoire Romanos Petrosian, a lui aussi saisi la justice. Ses avocats jugent son licenciement illégal et réclament sa réintégration à son ancien poste. L'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire, mais continuera l'enrichissement de l'uranium, conformément au droit international, a déclaré le président de la République islamique, Massoud Pezeshkian, à la chaîne Al Jazeera. Il a affirmé que son pays rejetait totalement l'idée de posséder l'arme nucléaire, une position politique, religieuse, humanitaire et stratégique. Il a toutefois ajouté que prétendre que leur programme nucléaire est détruit est une illusion, car selon lui, leur capacité réside dans l'esprit de leurs scientifiques et non dans des installations. Les autres faits marquants de l'actualité internationale dans le tour d'horizon préparé par mon collègue David Genjoyan. Au cours des dernières 24 heures, les frappes israéliennes ont fait au moins 85 morts dans l'enclave palestinienne. Des dizaines d'autres personnes ont été tuées ou blessées dans le nord de la bande de Gaza et à Beth Laïa. Depuis octobre 2023, les opérations militaires israéliennes à Gaza ont fait plus de 59 000 morts, principalement des femmes et des enfants, dévastant les infrastructures et provoquant une grave pénurie alimentaire. Des cas de décès d'enfants par inanition ont déjà été enregistrés. Face à cette situation, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un cri d'alarme, avertissant que la situation humanitaire à Gaza avait atteint un point de destruction, en raison du manque de nourriture, de la famine et des destructions massives. Il a condamné les entraves à l'acheminement de l'aide, soulignant que le système humanitaire était au bord de l'effondrement. La réaction la plus virulente est venue du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a déclaré que Benyamin Netanyahou et son réseau de criminels avaient depuis longtemps dépassé Hitler dans leur barbarie. Même pendant l'Holocauste en Europe, des images aussi inhumaines que celles de Gaza ne sont pas apparues, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Quiconque se tait sur le génocide à Gaza devient complice des crimes d'Israël contre l'humanité. Nous ne nous tairons pas, a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à se dresser tous ensemble contre cette sauvagerie. Des drones ont mené une attaque massive dans la nuit sur la région russe de Rostov, ciblant les villes de Novotcherkassk et de Shakhty. À Novotcherkassk, 3 personnes ont été blessées. L'attaque a provoqué des incendies et des dégâts matériels. Les systèmes de défense antiaérienne russes ont abattu 33 drones, dont 11 dans la seule région de Rostov. Aucun décès n'est à déplorer. En Syrie, le comité d'enquête a annoncé que les affrontements dans les régions côtières en mars 2025 ont fait 1426 morts parmi les civils et les militaires et 20 disparus. Un fragile cessez-le-feu est actuellement en place. Les États-Unis ont annoncé mardi leur intention de se retirer de l'UNESCO pour la 3e fois. Le retrait sera effectif le 31 décembre 2026. Washington justifie cette décision par l'admission de la Palestine comme État membre et par les contradictions avec la politique étrangère de l'administration Trump, l'Amérique d'abord. Le président américain Donald Trump a annoncé un accord commercial majeur avec le Japon qu'il considère comme l'un des plus importants de l'histoire. Dans le cadre de cet accord, le Japon investirait 550 milliards de dollars aux États-Unis, créant des centaines de milliers d'emplois. Les États-Unis recevant 90% des bénéfices. Le Japon ouvrira également sur marché aux produits américains et paiera des droits de douane réciproques de 15%. Retour sur la situation politique tendue en Arménie, où la confrontation se déplace maintenant sur le terrain judiciaire. L'archevêque Bagrat Galestanian, qui avait lui-même porté plainte contre plusieurs personnalités politiques, fait désormais face à une contre-offensive. La ministre de la Santé, Anahit Avanessian, a annoncé le lancement d'une plainte collective pour injure publique, à laquelle se sont déjà joints de nombreux citoyens. La ministre propose que les dommages et intérêts demandés soient reversés à une œuvre de bienfaisance. Et c'est dans ce climat de guerre judiciaire que le chef de la lutte sacrée, l'archevêque Bagrat Galestanian, a envoyé une lettre depuis sa cellule du centre de détention Yerevan Kentron. En voici un extrait. 30 ans après. Aujourd'hui marque le 30e anniversaire de mon ordination sacerdotale, dans l'un des lieux de détention de l'Arménie libre et indépendante. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer en arriver là. Mais d'un autre côté, dans le contexte de la catastrophe actuelle, une catastrophe à tous les égards, je n'aurais pas non plus pu m'imaginer être ailleurs.
Dès 1988, jeune homme de 17 ans, j'ai lutté et je me suis battu pour mon Arménie libre, indépendante, souveraine, avec son Artsakh libéré, pour une Arménie grande et puissante, marchant fièrement parmi les nations. Malgré tout cela, notre volonté n'est pas morte, notre foi est inébranlable. Ils ne peuvent tuer nos aspirations, nos désirs et nos rêves de bâtir et de faire renaître, de guérir et de redonner vie au chemin de notre mère, la mère Arménie. Et de nos vies, inévitablement et inéluctablement, le péché fondra, les démons seront chassés, les fautes seront effacées, les liens seront brisés, les chaînes seront anéanties, les blessures seront guéries, la corruption disparaîtra, la tristesse s'évanouira, les ténèbres fuiront, la brume se dissipera, le brouillard sera rejeté, la pénombre s'effacera, l'obscurité s'en ira, la nuit partira, l'angoisse se dispersera, le mal disparaîtra, le désespoir sera chassé, et la main toute-puissante de Dieu régnera. Et juste avant de conclure, nous vous rappelons cette alerte météo. Une vague de chaleur est prévue jusqu'à 24 juillet avec un risque d'incendie élevé. La plus grande prudence est de mise. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.